Ok, regardez cette carte de Chicago. Elle représente en rouge les personnes blanches, en bleu les personnes afro-américaines et en jaune les personnes hispaniques. Quand on voit cette carte, on a l'impression que chaque groupe ethnique vit dans une partie différente de la ville. On pourrait aussi regarder la carte de San Francisco, New York, Détroit ou de beaucoup d'autres villes américaines, on verrait une situation assez similaire. Le fait que les groupes subissent une séparation dans l'espace, ça s'appelle la ségrégation. Cette ségrégation, elle peut exister à l'échelle d'une ville, mais aussi d'un État ou d'un quartier par exemple, et elle peut être sociale, ethnique ou religieuse. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la ségrégation est si marquée dans les villes américaines, bien plus qu'en France par exemple. Eh bien, je crois que j'ai trouvé un des responsables. Cette carte de 1935. Cette carte reflète une pratique discriminatoire et raciste qu'on appelle le redlining. Pour la comprendre, faisons un point contexte. En 1929, la crise économique frappe les États-Unis et le secteur immobilier est en berne. Pour inciter les banques à prêter aux Américains, le gouvernement crée deux agences, la FHA et la HOLC, qui permettent aux banques d'être assurées si leurs clients ne remboursent pas leurs prêts. Alors, et les cartes dans tout ça? Eh bien, on y arrive. Ces agences ont produit des cartes classant les quartiers de 239 villes américaines en 4 catégories, du plus sûr, classé vert, au plus risqué, classé rouge. Si les banques prêtaient aux habitants de ces quartiers classés rouges, elles ne pouvaient pas bénéficier de l'assurance de la FHA en cas de non-remboursement d'un prêt par les ménages. Jusque-là, rien de bien compliqué. Le problème, c'est que ces quartiers classés rouges correspondent presque tous à des quartiers habités par les personnes afro-américaines ou d'origine étrangère. Non pas parce que ces gens habitaient déjà dans des quartiers plus pauvres ou industriels, mais parce que les personnes non blanches étaient explicitement jugées indésirables. La légende des cartes est d'ailleurs explicitement raciste. Les quartiers verts sont jugés sûrs car, je cite, sans un seul étranger ou nègre, et les quartiers rouges sont jugés risqués car habités par des personnes, je cite, de moindres conditions, des étrangers ou des personnes noires. Tiens, par exemple, le centre de Los Angeles est classé rouge en raison de la concentration de Japonais et de Noirs. D'où l'expression redlining. On délimite par une ligne rouge les quartiers dans lesquels il est a priori trop risqué d'octroyer des prêts aux habitants. Conséquence, eh bien, les millions de familles noires habitant les quartiers classés rouges n'ont pas pu bénéficier d'emprunts bancaires ou alors à des taux très élevés. Ils n'ont donc pas pu devenir propriétaires, ce qui est pourtant aux États-Unis un des moyens les plus efficaces pour accumuler de la richesse. Donc si aujourd'hui les avoirs personnels nets des ménages blancs sont près de 10 fois plus élevés que ceux des ménages afro-américains, le redlining n'y est peut-être pas pour rien. Et puis, le redlining a aussi engendré un vrai cercle vicieux. Les habitants des quartiers rouges ont peu d'accès aux aides financières, donc ils restent pauvres, donc leur quartier reste classé rouge, etc. Les investisseurs, eux aussi, vont délaisser ces quartiers qui se retrouvent peu dotés en infrastructures, donc encore moins attractifs, etc., etc. Et tout ça ne fait que renforcer l'image négative associée aux quartiers noirs. Bref, ces cartes ont en quelque sorte codifié et légitimé les politiques racistes que pratiquaient déjà certaines banques et organismes d'aide au logement. Alors, la pratique du redlining, elle est officiellement abolie en 1968 par le Fair Housing Act qui interdit la discrimination raciale. Mais les politiques discriminatoires dans l'accès au logement ont persisté sous d'autres formes. D'abord, les clauses raciales restrictives, contenues dans les actes de propriété et qui interdisaient la vente de la propriété à une personne noire, hispanique, juive ou autre. Cette pratique ne sera abolie qu'en 1980. Autre pratique discriminante, le blockbusting. C'est assez surprenant. Dans les années 1950, quand les familles noires cherchent à s'installer hors des quartiers qui leur étaient assignés, certains agents immobiliers poussent les blancs à vendre leurs maisons très peu cher, pour les racheter eux-mêmes et les revendre à des familles noires très au-dessus des prix du marché.
Et pour convaincre les propriétaires blancs de vendre leur maison, ils envoyaient des familles noires se balader dans les quartiers blancs pour que les blancs pensent que ces familles noires voulaient s'installer dans le quartier et qu'en conséquence, leur maison allait bientôt perdre de la valeur. Même si ces pratiques sont officiellement abolies, elles ont laissé des traces. À Baltimore, par exemple, une des villes les plus concernées par le redlining dans les années 30, les banques accordent encore 2 fois plus de prêts hypothécaires aux blancs qu'aux noirs. Bon. Ces pratiques discriminatoires, on en voit donc encore les conséquences dans les villes aujourd'hui. La majorité des quartiers classés rouges à l'époque sont encore majoritairement noirs, pauvres et faiblement dotés en services publics comme les écoles ou les hôpitaux. Prenons le cas de Cleveland. Les quartiers classés rouges sur la carte de 1930, que vous voyez à gauche, sont ceux qui, en 2016, accueillaient le plus de personnes afro-américaines, le plus de personnes à faible revenu, et ce sont aussi les quartiers qui avaient le plus fort taux de chômage. Et c'est pas tout. En comparant les cartes de 1930 et les cartes actuelles, on remarque que souvent, les quartiers rouges sont aujourd'hui ceux où il fait le plus chaud l'été et où il y a le moins d'arbres. On le voit sur cette carte qui représente les quartiers classés rouges et la couverture végétale dans la ville de Richmond. Les quartiers anciennement classés rouges sont aussi les zones les plus propices aux inondations. Et ce sont les quartiers les plus vulnérables au niveau social et sanitaire, notamment en raison de l'exposition à la pollution et du manque de services de santé. On le voit sur cette carte de Détroit qui montre que les quartiers classés jaunes et rouges ont le plus fort taux de vulnérabilité sociale. Bref, le redlining a renforcé une ségrégation à la fois ethnique et sociale. Mais maintenant qu'on a compris le problème, comment faire pour lutter contre les conséquences du redlining? Alors, on a plusieurs solutions. Première idée, prendre conscience du problème pour ne plus qu'il se reproduise. Alors, notamment en comparant les cartes de 1930 aux données d'aujourd'hui, comme le font les auteurs du projet Mapping Inequalities. Des recherches sur le redlining ont d'ailleurs permis de révéler un autre problème, le appraisal discrimination, le fait que les prix des maisons aient été sous-estimés dans les quartiers majoritairement noirs, ce qui aurait conduit les propriétaires de ces quartiers à perdre des milliards de dollars. Deuxième idée, aider les personnes victimes du redlining en leur attribuant des aides au logement, comme le fait la ville d'Evanston en banlieue de Chicago, pour réparer les conséquences du redlining. Troisième idée, investir dans les quartiers victimes de redlining, ce qui pourrait attirer des habitants plus riches et augmenter la mixité sociale du quartier. Il y aurait une population plus variée du coup. Alors ça, c'est une bonne idée, sauf quand l'arrivée d'une population plus aisée fait grimper les prix et oblige les habitants à aller se loger là où les loyers sont moins chers. C'est ce qui s'appelle la gentrification et qui, vous l'aurez compris, ne résout pas vraiment le problème de la ségrégation. Bref, le redlining est une pratique discriminatoire visant à limiter l'accès au crédit à certaines personnes en fonction de leur lieu d'habitation et de leur couleur de peau. Elle date des années 1930, mais ses conséquences sont encore très visibles aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, le redlining a été remis sur le devant de la scène avec la crise des subprimes en 2008. On a accusé certains prêteurs d'avoir ciblé les personnes modestes ou issues des minorités ethniques qui n'avaient pas accès aux prêts classiques octroyés par les banques pour leur proposer des prêts à des conditions très désavantageuses. C'est ce qu'on appelle les subprimes. Ces gens ont accepté ces prêts toxiques qui étaient pour eux le seul moyen d'acheter un logement, mais n'ont souvent pas pu les rembourser et ont parfois perdu leur maison et toutes leurs économies. Conclusion, tout ça nous montre que 1. Les cartes ont un vrai pouvoir et peuvent avoir des conséquences pendant des années, et que 2. Déségréguer les villes est bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser, parce que les personnes ne veulent pas quitter leur quartier, même s'il a une mauvaise image, ou alors parce qu'on se concentre sur les quartiers afro-américains, alors qu'en fait, les personnes les plus ségrégées, ce sont souvent les blancs aisés. En tout cas, le sujet est très actuel et passionnant, il donne lieu à plein de débats, alors je vous ai mis de quoi réfléchir à tout ça en description, et en attendant, perdez pas le nord.